Le président Alassane Ouattara est de retour de Monrovia, la capitale libérienne, où il a participé au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. L'Union du fleuve Mano fait face à de nombreux défis, notamment au plan sécuritaire et économique. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'adoption du calendrier de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2013. Le point de nos reporters dans quelques instants. Nous parlerons des activités du DGDI, le don de gouvernance et de développement institutionnel, activité évaluée par une mission de supervision de la Banque mondiale. Dans ce 20h, nous irons en France où un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a été remis au président François Hollande. Ce document remet l'Afrique au cœur des priorités militaires de la France. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir et bienvenue à ce tour complet de l'actualité en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le président Alassane Ouattara est de retour de Monrovia, la capitale libérienne, où il est assisté au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Le chef de l'État était à la tête d'une délégation composée de ministres d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, du ministre chargé de l'intégration africaine, Ali Koulibaly, et du ministre des Mines et de l'Énergie, Adama Toungara. Il faut savoir que l'Union du fleuve Mano fait face à de nombreux défis, notamment au plan sécuritaire et économique. Les défis que devrait relever l'Union pour le bien-être des populations des États membres. Le chef de l'État, sa descente d'avion, a été cueilli par le ministre délégué à la Défense. Merci donc à la réalisation. Proclamation du dernier résultat des élections municipales. Le porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante, a donné ce mardi le résultat de la commune de Kongasso après avoir reçu les procès-verbaux. Nous l'écoutons tout simplement. Il convient, avant de donner le résultat de la dernière commune, celle de Kongasso, de faire la précision suivante. La Commission électorale indépendante travaille fondamentalement sur la base des procès-verbaux reçus du terrain. Alors, les procès-verbaux de Kongasso n'ont pu nous parvenir que dans le courant de la journée. La commission centrale s'est donc réunie, a fait la consolidation de ces procès-verbaux et le résultat qui en ressort est donc le suivant. Commune Kongasso, inscrit 3226, votant 2026, bulletin nul 85, suffrage exprimé 1941, taux de participation 63,19%. Ont obtenu Bolou Bagaté, RDR, 569 voix, soit 24,78%. Bamba Abou, indépendant de la liste Unité et Développement, 649 voix, soit 35,36%. Lama Tioté, indépendant de la liste Les Bâtisseurs du Renouveau, 723 voix, soit 39,87%. Est donc élu Lama Tioté, indépendant de la liste Les Bâtisseurs du Renouveau, avec 723 voix, soit 39,87%. La communauté internationale célèbre demain la fête du 1er mai, fête du travail, une occasion pour les travailleurs de Côte d'Ivoire, membres des différentes organisations syndicales, de présenter des doléances aux autorités compétentes. Avant la célébration prévue demain, eh bien, la rédaction du RTI1 revient sur les origines de cette fête du 1er mai, fête du travail, et c'est avec Alexise Ouedraogo. Le 1er mai est depuis 1886 la journée des revendications salariales. C'est à cette date que des syndicats américains avaient appelé près de 400 000 travailleurs à manifester pour l'obtention de la journée des 8 heures. Depuis, la journée marque celle des revendications ouvrières, donnant lieu à des défilés de travailleurs. Depuis 1947, ce jour est donc chômé et payé pour tous les travailleurs, mais pour ceux que le métier oblige à la tâche, le salaire est généralement doublé. Le 1er mai, c'est aussi le symbole d'une ère nouvelle dans la vie et dans la lutte des travailleurs, une ère qui présente chaque année pour les travailleurs de nouvelles décisions, de nouvelles batailles pour la liberté et l'indépendance. Le 1er mai est également le jour du muguet, sans qu'il y ait de lien direct avec la fête des clochettes printanières. Il est souvent offert à ceux qu'on aime. L'actualité en Côte d'Ivoire demeure la visite d'État du président de la République dans la région du Tonkoui.
La visite commence à partir de demain avec l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport de Mans dans l'après-midi à 15 h. Le premier meeting du président Alassane Ouattara est prévu le jeudi 2 mai à Biankouma. Nos envoyés spéciaux sont déjà sur place dans la région du Tongui pour vous faire vivre au quotidien les temps forts de cette visite d'État qui prend fin le samedi 4 mai prochain. Au programme de cette visite, un conseil des ministres demain sur place à Mans. C'est une première, nous dit Thérèse Tapé-Yoboué. Un conseil des ministres à Mans. C'est une décision que le président de la République a prise. Ce conseil, le premier du genre dans la capitale du Tongui, a lieu à l'occasion de la deuxième visite du chef de l'État dans cette région. En effectuant cette seconde visite dans la région de Mans, le président Alassane Ouattara veut accorder une chance à des localités qu'il n'a pu visiter lors de sa récente rencontre avec les populations de cette région. Une région qui subit des attaques répétées malgré la fin de la crise post-électorale. Le président Alassane Ouattara veut également démontrer sa détermination pour le respect de la parole donnée. Comme il avait annoncé lors de sa première visite dans le Tongui, aucune région ne sera laissée pour compte dans sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui explique sa visite à Biankouma, Zouaounié, Danané. Là encore, on débattra de grands chantiers de développement pour le bonheur des populations, mais aussi de réconciliation et de cohésion sociale. Une visite qui permettra au président de la République et aux membres du gouvernement de toucher du doigt les réalités du terrain. Il faut noter que dans le cadre du programme présidentiel d'urgence dans cette région, ce sont plusieurs millions de francs qui ont été décaissés en direction des populations, notamment pour la réalisation et la réhabilitation de plusieurs infrastructures, le bitumage des rues et la prochaine construction d'une université à Mans. Pour la réussite de cette visite du chef de l'État dans le Tongui, les populations restent mobilisées afin de lui réserver un accueil chaleureux et un bon séjour du 1er au 4 mai prochain. La sous-préfecture de Mans est le cadre choisi pour abriter le conseil des ministres prévu demain mercredi. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les locaux de cette sous-préfecture en pleine réhabilitation. Leur constat en images avec Mamadou Kouassi. C'est ici, dans cette salle de la préfecture de Mans, que va se tenir dans quelques heures le premier conseil des ministres en dehors de la ville d'Abidjan et de Yamoussoukro. À moins de 48 heures de cette rencontre gouvernementale, les travaux sont toujours en cours. Mais l'entrepreneur rassure. C'est vrai que c'était trop rapide, ça a été vraiment précipité, mais on peut vous rassurer que ce soir à minuit, on peut livrer tous les travaux, la préfecture, la salle de la réunion, la résidence du préfet, tout ça sera au point, à 100%. Pour réussir ce pari, des jeunes et des femmes sont mobilisés. Techniciens, menuisiers, peintres, électriciens, tous sont à pied d'œuvre pour donner une nouvelle image à la préfecture, ainsi qu'à la résidence du préfet de région. Voilà, restons avec Mamadou Kouassi pour parler des dispositions de sécurité qui ont été prises, tout simplement. Sécuriser les biens et les personnes de la région du Tongui, c'est l'objectif des forces de défense lors de la visite du chef de l'État dans la région du Tongui, ainsi que la tenue du prochain conseil des ministres à Mans. Pour obtenir cet engagement, toutes les forces sont mobilisées. Policiers, gendarmes, forces républicaines de Côte d'Ivoire, forces impartiales, sont engagés à assurer la sécurité durant cette période. De jour comme de nuit, des patrouilles sont menées afin de rassurer les populations. Des corridors, différents quartiers, tout est bouclé pour permettre aux populations de communier avec le président de la République, Alassane Ouattara, durant ces 4 jours de visite. Cette visite d'État, on peut le dire, est une occasion pour les transporteurs intervilles et les conducteurs de taxis de faire de bonnes affaires. Il faut dire que c'est une visite très attendue par les opérateurs du secteur des transports. Le constat sur le terrain. Les transporteurs de la région du Tongui entendent profiter de la visite du président de la République Alassane Ouattara dans leur localité. Ils promettent assurer avec prudence le déplacement des populations entre les départements qui vont être visités par le chef de l'État. Je demande à tous mes collègues d'être prudents sur la route puisqu'il y aura beaucoup de voitures qui vont venir. De laisser passer les voitures d'urgence, de les laisser la route pour qu'ils puissent passer.
C'est une occasion aussi pour avoir un peu d'argent, puisqu'ils vont louer nos voitures pour transporter les gens pour quitter en brousse pour venir. Koné Suleiman, lui, est conducteur de taxi à Mans depuis plusieurs années. Et cette visite du président de la République Alassane Ouattara est également pour sa corporation une occasion de gagner un peu plus que la recette habituelle. Une fois il y a un mouvement comme ça dans la ville, bon, là, le taxi ça donne un peu, bon, puisque pour nous, déjà nos recettes qui est un peu relevée, ça nous arrange un peu. On peut au moins satisfaire le propriétaire de la voiture et puis nous-mêmes on peut gagner un peu pour aller à la maison. Outre les transporteurs, il est certain que plusieurs autres secteurs d'activité dans la région du Tonkpi vont profiter de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara pour faire de bonnes affaires et cela va durer du 1er au 4 mai. C'était Alborassa. Gagner le pari de la mobilisation lors de la visite d'État du président de la République, c'est l'objectif des populations du département de Mans. Et pour relever ces défis, des séances de travail sont initiées par des autorités politiques et administratives du département. Mamadou Kouassi. Dans quelques heures, le chef de l'État foulera pour la seconde fois en un an le sol de la région du Tonkpi. Cette fois pour tenir un conseil des ministres à Mans et aussi visiter 3 départements de cette région. Déjà, les populations s'impatientent à recevoir le président de la République. Les jeunes et les femmes se mobilisent depuis quelques jours pour gagner le pari de la mobilisation. Toutes les femmes sont prêtes. Toutes sensibilités politiques, tout le monde est là. Nous sommes prêtes. Avec joie, on attend le président de la République qui vienne. On l'attend. Il y a longtemps qu'on veut le voir, on veut le toucher. Je demande encore à tous les jeunes de Mans de se mobiliser pour dire de vive voix au président que nous sommes en accord, d'accord avec son projet de développement. Pour la réussite de ce rendez-vous historique, le préfet de région mobilise les forces vives. Directeurs régionaux, leaders religieux, chefs traditionnels, cadres, responsables d'associations, tous se concertent pour donner une couleur particulière à cette visite. Au cours de cette rencontre, tout est passé au peigne fin, sécurité, transport, logistique, tout pour réussir la visite du chef de l'État à Mans ainsi que la tenue du Conseil des ministres. Dire aux populations de Mans que c'est une chance pour elles qu'en espace d'un an, le président leur rend visite pour la deuxième fois. Donc, il faut qu'elles démontrent qu'elles ont beaucoup d'estime pour le chef de l'État. Et ce que je leur demande, c'est de se mobiliser et de sortir massivement pour lui réserver le meilleur accueil. L'arrivée du président de la République dans le département de Mans est toujours considérée comme un fait exceptionnel. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour inviter tous les habitants de la région de Tonkpi à s'unir comme une goutte d'eau, à se retrouver tous ensemble pour accueillir le président Alassane Ouattara. Nous sommes très heureux de le recevoir. Rappelons que le chef de l'État, Alassane Ouattara, sera à Mans ce 1er mai dans l'après-midi. Le Conseil des ministres est prévu pour ce jeudi 2 mai 2013. Le président de la République visitera ensuite les départements de Biankouma, de Danané et de Zaougne. Voilà, le Conseil des ministres est donc prévu pour le jeudi 2 mai à Mans. Au cours de la décennie de crise sociopolitique traversée par la Côte d'Ivoire, plusieurs enfants nés dans l'ouest du pays n'ont pas été déclarés à l'état civil. Une ordonnance prise par le chef de l'État en septembre 2011 a permis à des milliers d'enfants sur l'étendue du territoire d'avoir un jugement supplétif. Quel a été l'impact de cette ordonnance dans l'ouest de la Côte d'Ivoire? La réponse avec Michel Digré. Hôpital général de Mans, environ 200 accouchements effectués chaque mois par les services de la maternité. Les déclarations des naissances des enfants sont aujourd'hui presque systématiques, contrairement à la période de crise déclenchée en 2002. Pendant la crise, les centres de santé de la périphérie de proximité n'étaient pas ouverts. Donc, à la suite de cela, les matrones, ou bien une parente qui s'y connaît un peu, aide la femme à accoucher. Et quand le bébé naît dans de bonnes conditions, la maman aussi supporte l'accouchement, tout se passe bien, elle reste à la maison. Donc c'est du ni vu ni connu. Faute de certificat de naissance délivré à la maternité, les parents n'ont pu déclarer leurs enfants à l'état civil de la mairie, dont les services sont restés longtemps fermés. Depuis la crise qui a duré près de 10 ans, les parents n'avaient pas ce réflexe-là. Et par endroits, c'était par manque d'argent.
N'ayant pas fait les extraits de naissance de l'enfant, il y avait des pénalités qui s'ajoutaient. Les statistiques de 2011-2012 au niveau de la circonscription de Ma 1 s'élèvent à 56% d'élèves qui n'avaient pas d'extrait de naissance, dont 32% au CM2. C'est pour permettre à ces enfants et à plusieurs d'autres sur l'étendue du territoire national d'avoir un jugement supplétif que le président de la République a pris une ordonnance en septembre 2011. Cette ordonnance prévoit pour les ex-zones centre, nord et ouest que les naissances et les décès survenus pendant la période allant du 20 septembre 2002 au 31 juillet 2011 peuvent être encore être déclarés nonobstant l'expiration des délais légaux. Pour ce qui concerne le reste du territoire national, cette période va du 30 novembre 2010 au 31 juillet 2011. Une ordonnance qui a permis à des milliers d'enfants de cette région d'être déclarés à l'état civil. L'ordonnance a libéré la population. Nous avons pu enregistrer autour de 9000 enfants dont nous avons établi les extraits et que juste après le 31 juillet qui était la date butoir de la fin de l'ordonnance, les gens sont revenus, près de 1000 personnes se sont représentées. On les a tout simplement reconduits donc, vers la justice. Heureusement, le président a pris une ordonnance qui nous a permis de mener une campagne et de faire comprendre aux parents que maintenant on peut le faire en payant seulement le prix de thème qui est de 500 francs. Après l'expiration de l'ordonnance, le président de la République a pris un décret le 25 janvier 2013 pour permettre aux parents de déclarer leurs enfants à l'état civil dans un délai de 24 mois à compter du 1er août 2012. Comme annoncé en début de journal, le président Alassane Ouattara est de retour de Monrovia, la capitale libérienne, où il a assisté au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Compte rendu, notre envoyé spécial, Awa Touré. Ce mardi 30 avril, il est 9h30 quand l'avion du président de la République Alassane Ouattara s'immobilise sur le tarmac de Roberts International Airport de Monrovia. Le chef de l'État est accueilli par le vice-président libérien Joseph Boakai. À l'accueil également, la communauté ivoirienne qui a tenu à exprimer sa joie de recevoir son président sur le sol libérien. Le président Alassane Ouattara s'est dit heureux d'être à Monrovia pour participer au sommet de l'Union du fleuve Mano. Nous sommes très attachés à nos pays voisins et que le fleuve Mano comprend bien entendu le Libéria, la Guinée et aussi la Sierra Leone. Et ce sommet, nous l'avons, en avons arrêté la date il y a déjà quelques semaines. Et si nous sommes tous présents, c'est parce que nous voulons aller plus loin dans cette coopération sous-régionale. Nous avons beaucoup d'ambition pour notre organisation commune, que ce soit en matière de développement d'infrastructures, mais en matière également d'échanges sur les questions politiques et diplomatiques. Donc je suis heureux d'être là et de pouvoir échanger avec Madame la Présidente Johnson Sirleaf, avec le président Baye Koroma, le président Alpha Condé. Après l'aéroport, cap sur Royal Grand Hotel de Monrovia, lieu choisi pour abriter ce 22e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano. Le président de la République Alassane Ouattara et ses homologues libériens Ellen Johnson Sirleaf, sierra-léonais Ernest Bayi Koroma et guinéen Alpha Condé ont mis à profit cette rencontre au sommet pour plancher sur les questions relatives à la restructuration du secrétariat de l'Union du fleuve Mano, à la construction du siège de l'Union ainsi qu'à l'interconnexion des routes prioritaires au sein de l'espace Mano afin d'imprimer une nouvelle dynamique à l'Union. Les chefs d'État ont également eu des échanges sur la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Ils ont réaffirmé la nécessité de poursuivre et de renforcer la lutte engagée contre la criminalité transfrontalière. La présidente du Libéria, hôte du sommet,
et présidente en exercice de l'Union du fleuve Mano, a salué la présence des présidents Alassane Ouattara, Alpha Condé, Baï Koroma. Présence qui, pour elle, est la manifestation de leur engagement à poursuivre le développement auquel aspirent les peuples de la sous-région. Pour elle, l'accent doit être mis sur la mutualisation des ressources, la recherche des capitaux et des investissements privés pour une union du fleuve Mano plus forte et dynamique. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Il en ressort que le sommet a adopté le rapport du Conseil et instruit les ministres de veiller à la mise en œuvre et au suivi des décisions et recommandations, notamment en ce qui concerne la restructuration de l'Union qui doit prendre effet en 2014. C'est aux environs de 16 heures que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Monrovia pour regagner Abidjan. Un incendie s'est déclaré cet après-midi à la salle de maintenance de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Et la ministre de la Communication, Foussiata Bambalamine, est arrivée ce soir ici à la télévision pour constater l'ampleur des dégâts. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'adoption du calendrier de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2013. C'était au cours d'une séance plénière, le compte-rendu de notre reporter. Le projet d'ordre du jour de la présente séance comporte un point unique, examen et adoption de l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire 2013. Quels sont ceux qui sont pour l'ordre du jour? C'est à la quasi-unanimité que les députés ont adopté le calendrier de la première session ordinaire pour l'année 2013. Les parlementaires vont pendant 3 mois accomplir leurs 3 missions essentielles. D'abord, le vote des textes de loi. Une vingtaine attend déjà d'être examinés par les députés. Ensuite, le contrôle de l'action gouvernementale, comme par exemple vérifier l'exécution du budget de l'État. Et enfin, les parlementaires vont recueillir les préoccupations des populations pour les soumettre au gouvernement. Cette session ordinaire n'exclut pas non plus la tenue de sessions extraordinaires si cela s'impose. Fin de parcours pour une cambrioleuse de domicile. Niaore Rita a été arrêtée hier dans la commune de Yopougon, son lieu de prédilection. La police a trouvé en sa possession un arsenal composé essentiellement de clés pour serrure de porte et plusieurs bijoux de valeur. Léon Bro. Un mois d'activité et déjà 4 forfaits portant sur le vol d'argent et de bijoux dont elle ne peut estimer la valeur. Rita, la prostituée cambrioleuse de domicile, a son mode d'opération. Quand on tape la porte, il n'y a personne, puis on essaie la clé. On essaie la clé jusqu'à trouver celle qui peut ouvrir la porte. Si ça ne passe pas là, puis on casse. On vole les chaînes là. Si on trouve un peu d'argent, puis on prend. Quand je suis partie chez la première personne, il y a eu 30 000 là-bas. Quelques bijoux. Pour ces opérations, Rita dispose de 1000 clés, 200 retrouvées après perquisition à son domicile de Koumassi et les 800 autres en sa possession lors de son arrestation à Yopougon. Une arrestation facilitée par le gérant de l'immeuble où Rita a commis avec son gang un vol une semaine plus tôt. Ce monsieur qui a remarqué des présences de femmes qui n'habitaient pas l'immeuble a réussi à interpeller justement cette dernière. Ces dames-là volent essentiellement dans les maisons inoccupées. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez personne et que vous partez au travail, lorsque vous fermez, c'est là qu'elles viennent. Donc, il faudrait que la population collabore franchement avec nous afin que nous puissions au mieux assurer sa sécurité. L'arrestation de Rita, un coup de filet du commissaire du 17e arrondissement et ses éléments. Ils poursuivent encore les complices de la prostituée cambrioleuse, 2 autres femmes habitantes, elles, de Yopougon, une commune où les vols par effraction et autres subterfuges qui consistent à détourner l'attention des domestiques sont devenus récurrents. De l'économie à présent, les activités du DGDI, le don de gouvernance et de développement institutionnel ont été évaluées
par une mission de supervision de la Banque mondiale. Et le ressort de ce bilan jugé positif, un taux de décaissement à la dimension des travaux réalisés. Les détails avec Noël Nyagno. La Cour des comptes, elle a été dotée en mobilier de bureau et en matériel informatique grâce au DGDI, Don de gouvernance et de développement institutionnel. Reste à financer le siège de la Cour des comptes. Réforme de la filière café-cacao, un autre appui institutionnel et financier du DGDI. D'autres projets ont été exécutés dans les secteurs des finances publiques, de l'agriculture, des mines et énergie grâce à ce don de gouvernance et de développement institutionnel. La Banque mondiale, unique bailleur de fonds de ce don, a évalué le projet une semaine durant. La mission dirigée par Robert Youngue, spécialiste principal en secteur public et chef du projet, et son équipe ont entre autres apprécié le niveau d'exécution du DGDI, y compris les réalisations physiques et les résultats obtenus. Au 31 mars 2012, le niveau de décaissement est de 95% et le niveau d'exécution des travaux 93%. Les indicateurs de performance réalisés sont au nombre de 14 sur les 18 prévus. Montant du don, plus de 5 milliards de francs CFA. Au départ, c'était 13 millions de dollars. Bon, on a décaissé, on a payé combien, autour des 96%. Mais ce n'est pas seulement les paiements, quoi, hein, mais on a fait des réformes. Créé en 2008, le don de gouvernance et de développement institutionnel bénéficie au ministère de l'économie et des finances, de l'agriculture, des mines et énergie, de l'environnement. Autre bénéficiaire, le secrétariat national à la bonne gouvernance. Pour les perspectives, la Banque mondiale prévoit rendre le projet transversal. Dans le cadre de la mise en exécution du projet de création de richesses et d'emplois pour les femmes et les jeunes, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a fait don d'une unité moderne de transformation. Songonk assemblée sur l'axe Abidjan-Dabou. Dans ce village ébrié, les mardis et vendredis sont exclusivement réservés à la fabrication d'atiéké, 200 kg par jour. Assurément, 2 jours de gains pécuniaires, mais sans doute de souffrances physiques, parfois atroces pour les tenantes de cette activité. Nous tapons à la main, nos épaules, nos membres nous font beaucoup mal. Donc avec l'idée de la machine, nous croyons que nous serons un peu à l'aise. Des souffrances qui sous peu connaîtront une fin. Une unité moderne de transformation d'atiéké existe dans le village, un don du district d'Abidjan qui vise à rendre plus rentable l'activité et créer des emplois. Le projet que nous apportons ce matin est un projet qui permet de distribuer les richesses. Nous voulons que cette première unité produise d'autres unités. Donc, le travail que le président Alassane nous demande aujourd'hui, c'est un travail qui exige que nous soyons sérieux dans la gestion des projets. Pour les femmes de Songonk assemblée, c'est un réel soulagement. Nous allons commercialiser de l'atiéké et nous allons travailler en groupe. Ça va nous aider à sortir de la pauvreté. Une broyeuse, une presseuse, un receleur, un cuiston. Les principales machines de la nouvelle usine. Ce sont désormais 1200 kg d'atiéké qui seront produits par jour en moyenne dans cette cité de près de 5000 âmes. Rendons-nous maintenant en France où un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale a été remis au président François Hollande. Ce document remet l'Afrique au cœur des priorités militaires de la France. Autour de François Hollande, les membres de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Par rapport au précédent, publié il y a 5 ans, le document remis au chef de l'État français comporte plusieurs nouveautés. Parmi elles, la place particulière accordée à l'Afrique dans la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité. Cette nouvelle orientation est dictée par des bouleversements intervenus depuis 2010 sur le continent, mais aussi et surtout par les récentes évolutions stratégiques des États-Unis. Les États-Unis, quant à eux, revoient leurs priorités géographiques après une décennie d'engagement militaire extérieur. Le livre blanc de 2013 souligne que les Américains se recentrent sur l'Asie-Pacifique et attendent que les Européens prennent une plus grande part à la stabilité du continent africain. Compte tenu de ses liens avec l'Afrique, la France se trouve en première ligne. Et pour assurer le leadership des opérations,
elle peut compter sur ses troupes prépositionnées et une dizaine d'implantations sur le continent. Un dispositif qui a montré récemment toute son efficacité dans le cadre de l'opération Serval en cours au Mali. Nous avons donc une défense dont nous pouvons être fiers, qui est reconnue à travers le monde pour ses qualités opérationnelles, technologiques et humaines. D'après Jean-Yves Le Drian, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale permet à la France de conjuguer deux impératifs de souveraineté. La sauvegarde d'une défense capable de garantir les responsabilités de la France en Afrique et le redressement des finances publiques du pays. Le dispositif militaire français en Afrique pourrait donc subir les effets de la cure d'austérité, mais ces effets devraient être très limités. Voilà, fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h avec beaucoup de plaisir.